Bonjour, merci, c'est cool d'être là de grand matin. Moi je vois vraiment ça comme une conversation, arrêtez-moi, posez-moi toutes les questions que vous avez posées. C'est toujours très gai de pouvoir venir partager des expériences, parce que c'est vraiment ça, je ne suis pas prof au départ, j'ai pas la grecque, j'ai pas les diplômes requis pour être prof. C'est juste que depuis 10 ans, 15 ans presque maintenant, je suis journaliste au départ. J'ai travaillé à l'agence Belga pendant 5 ans. J'ai fait mes armes en télévision locale, à Namur, à Montréal. Essentiellement sur le sport. J'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour je donnerais cours. Et puis après Belga, en fait, j'ai eu l'occasion très, très vite de m'intéresser aux nouvelles technologies. Mais je ne suis pas informaticien non plus, donc j'ai un profil un peu bâtard. J'ai commencé la psycho et j'ai pas été au bout. Enfin, les profs n'ont pas voulu que j'aille au bout. Et puis j'ai fait la commune. Et j'avais vraiment envie, très rapidement, d'aller voir sur le terrain, de me confronter à la réalité, de voir si c'était ce métier-là que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à bloguer très vite. J'étais encore chez Belga à l'époque. Et je prenais des congés pour aller à des conférences à gauche à droite. Je passais beaucoup de temps dans ma cave à bidouiller des trucs, à essayer de faire des photos, des vidéos, du son, des trucs complètement hors cadre, parce que ça ne rentrait pas justement dans les slots que les médias accordent quand on produit des contenus, quand on fait un sujet pour le JT, c'est 1h30, quand on fait un son en radio, c'est 45 secondes, quand on fait un article en presse écrite, c'est autant de signes avec une photo. Ça me convenait moins, ça me convenait pas trop, j'avais envie d'ouvrir ma gueule, j'avais envie de dire j'avais plein de trucs à confronter en fait aux populations en ligne. Et ça m'excitait incroyablement. C'était d'aller confronter ma certitude de journaliste d'agence de presse à toutes les interrogations que les gens pouvaient avoir. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bloguer, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre en danger en ligne. Et ce qui fait que quand la RTV est venue me demander pour commencer à travailler avec eux, en tant que journaliste, je chroniquais en radio, en télé, j'expliquais c'était quoi Facebook, c'était quoi les tendances qui étaient en train de monter, sachant que moi j'avais eu la possibilité quand j'étais chez Belga d'être assez seul à m'intéresser à ça, et donc j'avais une fenêtre de tir qui était importante. Bref, qu'est-ce qui m'a amené à l'éducation, c'est qu'à un moment donné, à la RTV, on m'a demandé de prendre en charge toute la stratégie des réseaux sociaux. 2007-2008, début de la création du département de nouveaux médias de la RTV, on me propose de prendre ça en charge, donc de passer de l'autre côté de l'appareil, de plus être en prod, mais être plutôt du côté des managers. Pas préparé pour un sou à ce genre de choses. Et surtout, aucune envie, mais alors là vraiment aucune envie d'être chef de quiconque, vu l'ambiance qui règne dans ce genre de grande maison. J'avais pas envie de me bagarrer, tout simplement, j'avais juste envie d'aider les gens à avancer, à se mettre eux-mêmes en ligne, à commencer à utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente pour eux d'abord, et puis pour l'antenne par après. C'est à ce moment-là que l'IEX à Bruxelles m'a demandé de venir donner un premier cours, on est en 2009 à l'époque, un atelier multimédia, voilà, avec 25 étudiants, chacun pour le bord 8. Et là, c'était intéressant parce que j'étais confronté pour la première fois à des jeunes de cet âge-là. J'ai 15 ans de scoutisme derrière moi. L'animation est un truc qui me plaît plutôt pas mal, mais entre animer des gamins en short et des étudiants qui étaient en Master 1, Master 2, c'était autre chose. Et il se fait que très vite, de 25, ils sont passés à 60, et puis ils sont passés à 80, et puis maintenant ils sont 120 dans ce créneau-là. J'ai fait ça pendant 3 ans, juste cet atelier-là, c'était 20 heures de cours. Je me suis fait un peu la main là-dessus, parce qu'il fallait que j'apprenne. J'ai la chance d'avoir une femme qui est prof aussi, et donc qui a pu, les échanges ont commencé à être très très intéressants parce qu'elle a des plus jeunes, donc 4e, 5e réto. Et certains d'ailleurs des étudiants que moi j'avais après étaient passés. Donc c'était marrant aussi de pouvoir comparer l'évolution.
et de se rendre compte qu'en fait, l'école, de manière générale, est incroyablement cadenassante. Elle met tout le monde sur des rails, et tu seras prof d'UNIF, mon fils. Alors que moi, dans mon concret, dans ma réalité, ce qui me semblait particulièrement excitant, c'était justement de sortir du cadre, de tenter d'autres choses, de les amener sur un terrain qui n'existait pas ou qui commençait à exister, qui était le terrain numérique. Comment je me positionne moi, qui je suis quand je suis en ligne. Pourquoi est-ce que je suis média, in fine? Parce que publier un statut sur Facebook, c'est décider que je vais être public. Je vais publier. Oui, mais quand on est avec ses amis, oui, bien sûr, mettez des photos uniquement visionnables par vos amis, le jour où Facebook se fait hacker, c'est dit par tout le monde, hein, vos photos. Donc, c'est ce distinguo entre vie privée et vie publique. Qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je donne à voir aux autres, comment je m'insère dans le réseau, comment j'existe dans les yeux des autres, quelle représentation est-ce que les autres ont de moi, etc. etc. Ça, c'est sans avoir aucunement un parcours théorique là-dessus, en me confrontant à la réalité, ça m'a permis en année de monter les projets sur lesquels je suis maintenant. Donc, les trois types de projets sur lesquels je travaille, c'est une bagnole connectée que j'ai construit avec en partie du crowdfunding, en partie aussi avec le Boost Up, qui m'a aidé à monter le véhicule en puissance avec du matériel à l'intérieur. Donc c'est un véhicule connecté avec du Wi-Fi, avec de l'électricité d'abord, on est autonome et on peut partir sur la route faire des road trips. Notamment avec des étudiants en journalisme, avec qui on fait des reportages interactifs et des dispositifs interactifs. Je fais de la formation aussi. Je suis toujours en fait, tout ce que je fais est toujours en même temps de la formation, en même temps de la production. J'essaie d'embarquer avec moi des gens qui veulent apprendre des trucs et en même temps qui sont capables déjà de produire un certain nombre de choses pour raconter des histoires et pour surtout être consistant dans la valeur ajoutée, dans la proposition de valeur qu'on peut faire par rapport aux audiences avec qui on va interagir. C'est impossible d'utiliser les réseaux sociaux et les nouveaux médias dans un mode bac à sable où il n'y a pas d'application derrière. On ne peut pas être dans un Facebook off, quoi. Facebook il est en ligne, et donc si on interagit avec Facebook, si on apprend à utiliser Facebook, à un moment donné on dit hello, bonjour, salut Facebook, et personne n'écoute forcément. Le premier tweet de chacun d'entre nous est un tweet qui est parti dans les limbes et que personne n'a entendu, mais le deuxième, avec un peu de chance, a été entendu par au moins un copain qui s'est connecté, etc. Et la mise en réseau se fait de cette manière. C'est ça que j'essaie de faire avec eux quand je fais ces masterclass de culture numérique. Je partage plein de trucs qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec le monde de l'enseignement. C'est surtout que, ça c'est les road trips que je fais en bagnole. Et on documente tous les processus, on a écrit des dizaines de papiers autour de tout ça, surtout les cartes qu'on génère derrière, c'est des cartes en temps réel, où on peut suivre le véhicule en temps réel sur une carte, et sur laquelle je viens poser tous les éléments qu'on partage pendant le road trip. Donc on peut revoir et revivre le road trip avec tout ce qu'on a partagé sur les réseaux sociaux. L'impact est assez conséquent en termes quand on part 4 jours comme ça avec des étudiants par exemple, la quantité de matière qui est produite, la mise en réseau qui est faite pour les étudiants eux-mêmes, puisqu'ils agissent avec leur propre compte, ça les implique. C'est eux qui sont empowerés en fait. Enfin, moi c'est mon job. C'est comme ça que je me considère. Mon job quand je forme des communicants, j'en ai 350 par an maintenant qui participent au masterclass. Mon job c'est pas de faire de la chair à canon pour des médias, pour des marques, pour des institutions qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer et qui veulent juste des pions interchangeables. Moi, mon job, c'est de leur donner tout ce que j'ai en magasin au moment où je les ai pour qu'eux arrivent à s'individualiser, arrivent à se trouver pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je suis présent en ligne, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de vivre une vie excitante, et de leur donner des outils pour le faire, et un mindset qui est, je pense, à l'heure où on se parle, pas inintéressant. Mais peut-être que dans 6 mois, les choses vont changer, vont évoluer. Mais moi-même, je me mets dans une notion de transparence assez... Transparence, j'aime pas trop le mot. J'ouvre mes processus, en fait. Donc le code source de la bagnole, tout ce que la bagnole a dans le ventre, je l'ai mis en ligne, quoi. Je suis pas un vendeur de bagnole. Donc quiconque a envie de forquer, comme on dit dans le langage informatique, le code de la bagnole, ils peuvent y aller. Tout le descriptif est là, j'ai des vidéos et des trucs. Parce qu'il y a une communauté derrière qui m'a aidé à le faire.
Et cette communauté, elle l'a fait de manière ouverte aussi, en donnant des conseils, des trucs, des astuces, qui fait que... Et j'ai été moi-même dans une situation d'apprentissage à ce moment-là. Et la situation d'apprentissage, pour moi, elle est peut-être encore plus importante dans les masterclass. Ça, c'est des albums photos de ce qu'on peut faire avec les étudiants. Donc ça fait 4 ans maintenant que l'IEX m'a proposé de prendre plus d'heures de cours. J'avais un atelier de 20 heures. Ils m'ont proposé en 2011 d'en prendre, c'était quasiment 80. Et à l'époque, c'était pas possible, parce que moi je travaillais à Paris. J'étais dans une start-up là-bas. Voilà, pour moi, c'était pas possible. Je passais 4 jours par semaine sur Paris. De prendre plus d'heures de cours. Par contre, j'avais eu l'occasion de participer à un programme du département d'État américain autour de l'innovation, autour des enjeux liés aux réseaux sociaux dans les institutions comme le Pentagone, comme la Navy, ce genre de choses. Et dans les formats que eux ont développés, le fait de faire vivre des expériences aux gens était une pierre angulaire dans leur stratégie. Alors, faire vivre des expériences aux gens. Je ne suis pas chimiste. Et pour moi, la notion d'expérience était très liée au monde scientifique, à une démarche très protocolaire, voilà, une mise à distance du sujet, etc. Et quand j'ai vu le type d'expérience que eux menaient, alors que l'implication était quand même très forte, je me suis dit, il y a quand même des choses à essayer à tenter. Et j'ai proposé à l'IEX à ce moment-là un format de masterclass en résidence. Donc, je n'avais pas de cours de masterclass, donc j'ai pris ce mot-là. Qui sont, en fait, c'est des retraites numériques, ou des classes vertes numériques, je ne sais pas comment. Voilà. Il se fait qu'à côté de chez moi, j'habite à Iosé, à côté de chez moi, il y avait une vieille gendarmerie qui avait été démilitarisée, rachetée par une entrepreneuse qui voulait en faire un espace de bureau, avec un garage qui était à l'abandon. Et moi, je lui ai dit, écoute, je suis prêt à louer tes bâtiments et à amener mes étudiants là-bas. Et on va bosser ensemble, on va faire on va vivre, dormir, manger, boire, faire tout ensemble pendant 4 jours. Et moi, je me fais fort de leur faire vivre une expérience. Voilà. Et la première année, on a fait 3 semaines, comme ça. La deuxième année, on en a fait 12. Et l'an dernier, on en a fait 15. Cette année-ci, on va en faire 17 au total. C'est passionnant, c'est exténuant, mais c'est un bonheur de pouvoir accueillir ces gamins, ils ont 21-22 ans, de pouvoir les faire monter en puissance, de les faire rencontrer des gens. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui me font le plaisir de venir de Paris, de Bruxelles, il y a même des gens qui sont venus de San Francisco pour les rencontrer. C'est vraiment très gai parce qu'on prend le temps en fait. On prend le temps de la rencontre, de la conversation, du fait d'être ouvert et d'utiliser les réseaux sociaux de manière telle que, par définition, tout est on dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit. On prend conscience de qui on est, de comment on se projette en ligne. Et même quand on est à Aiguezé-les-Bains, trou du cul du monde, si on a notre cordon ombilical qui nous relie à Internet, on peut faire des choses, on peut se mettre à l'écoute de ce qui se passe, on peut... Voilà, et dans ce processus-là, évidemment, tout dépend des sections dans lesquelles sont ces étudiants, parce qu'il y a des futurs journalistes, il y a des futurs RP, pas RP, il y a des futurs marketing pub, RP c'est les seuls que j'ai pas. Il y a des futurs communicants dans des ONG, dans des non-profits, dans ce genre de choses. Donc les intentions sont chaque fois un peu différentes, mais les outils, le terrain, le terreau sur lequel on va agir est sensiblement le même. Mais ce qui fait aussi que moi, chaque semaine est différente. Et d'une année à l'autre, j'ai pas un syllabus, quoi. J'ai pas un cours, il y a un déroulé de ce que je pense être la manière la plus intéressante de pouvoir les faire monter en puissance. D'abord partir d'eux, de qui je suis, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui m'excite, et puis comment je mets ça au service d'une communauté, comment je place mes utilisateurs au centre de mes processus, comment je fais mes boucles de rétroaction, comment j'acquiers le feedback, et comment voilà. Et moi-même, je me pose dans cette situation-là. Quand je fais du crowdfunding avec des étudiants, les étudiants en journalisme, entre autres, je fais du crowdfunding avec eux depuis 3 ans maintenant. Ça va être la 3e année ici. Les journalistes, on voit bien la situation dans laquelle se trouvent les industries de presse. Maintenant, si on ne se réinvente pas, si on ne sort pas du cadre, si on n'amène pas une spécificité qui fait dire à un moment donné, c'est moi qu'il faut engager, pas celui à côté, il ne faut pas faire ce métier, quoi. Et d'autant plus qu'on ne fait pas ce métier-là pour le pognon. Si en plus, c'est pas le pognon qui drive,
il y a intérêt à être capable de nous sortir sa motivation, la montrer, l'expliquer, de dire pourquoi on le fait, et d'expérimenter, de tester un maximum de choses. Et donc le crowdfunding fait partie des instruments que j'essaie de leur montrer dans une version et dans une vision entrepreneuriale du journalisme. Chose qu'on ne leur apprend pas du tout à l'école. Être indépendant quand on est journaliste, c'est au pire un plan D, un plan E, F, quand on n'a pas réussi à mettre sa gueule au JT. Parce que tout le monde rêve de mettre sa signature en dessous d'un article dans le soir, mais enfin, c'est illusoire, c'est fini, ça n'existe plus. Je leur souhaite, mais la grande majorité d'entre eux, ils n'auront pas cette chance-là. Leur seule vraie porte de sortie vers le haut, c'est de se créer leur propre carrière, c'est d'être eux-mêmes conscients qu'indépendant, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver pour un journaliste, et que c'est un vrai plan A. Mais que pour ça, il faut savoir ce que c'est la TVA, les cotisations sociales, et comment on gère ça, et comment on gère son côté administratif, et que s'il faut sortir 650 balles tous les mois ou tous les 3 mois, il faut d'abord les gagner, et comment on les gagne, enfin, comment on travaille sur son business model You ou Canva. Voilà, c'est tous des outils que j'essaie de leur donner, c'est des outils que moi-même, je n'ai jamais appris à utiliser. J'ai été confronté à ces outils-là avec Nestlé. Et ça, c'est l'autre casquette que, j'ai eu la chance, il y a 3 ans maintenant, de cofonder Nestlé à Mont-Saint-Guibert, avec Olivier Vorbet, avec Simon Alexandre, Ben Picard, David Valentini et Henri Monceau. Moi, j'apprends plein de trucs comme ça. Enfin, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Je me suis lancé dans cette aventure-là au début en disant on va essayer de raconter l'histoire de ces start-upers qui vont démarrer, qui viennent avec tout leur envie, tout leur bagou, se lancer dans la vie, qui prennent 3 mois, qui sortent de leur routine et qui viennent innover, qui viennent entreprendre. Moi, j'avais envie d'apprendre d'eux. Et donc, je me suis mis à leur service avec les skills de communicant que je pouvais avoir. Et en contrepartie, moi, j'ai fait l'éponge sur tous ces nouveaux processus que maintenant j'applique avec mes étudiants, dont le business plan, ce genre de choses. Et on fait du crowdfunding. Les étudiants ont crowdfundé une trentaine de projets depuis 2 ans et demi maintenant. Ils ont fait un peu plus de 40 000 € pour des projets journalistiques, pour des enquêtes journalistiques, pour des dispositifs interactifs. Et c'est des projets locaux parce qu'ils mettent 1 an à les mettre en route, à pouvoir les financer, puis à les faire. Et maintenant à les présenter, c'est devenu leur mémoire en fait. C'est des étudiants qui arrivent en master 1. Et les projets qui passent au crowdfunding sont des projets qui viennent de mémoire de grosso modo, c'est la trame sur laquelle je suis, sachant que, avec la bagnole, je pars aussi avec des étudiants en journalisme, on va raconter des histoires. On a fait tout un trip cette année-ci sur le blackout électrique, qui était de circonstance évidemment quand on a fait aussi tout un road trip sur les clowns agressifs. Je ne sais pas si la qualité du réseau me permet de vous montrer exactement. Au revoir. Avec un peu de chance. On code nous-mêmes ça. 5 minutes ? Voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est un truc, on écrit les contenus, voilà le road trip, et tous les dossiers qui sont générés ici, ce sont des dossiers que les étudiants font eux-mêmes. Moi, quand je parle le matin, je ne sais pas le sujet que je vais traiter, je ne sais pas où on va dormir le soir. Mais la bagnole, elle est là, et on sait qu'on va pouvoir l'utiliser, et que c'est à eux de construire le récit, c'est à eux de construire la route, c'est à eux de me guider, c'est à eux de me donner les coordonnées GPS de où on va. Et moi, j'essaie de créer un environnement. C'est peut-être ça le truc que moi j'essaie de faire avec mes students, c'est de créer un environnement pour qu'il se passe des choses. Quoi exactement ? Je sais pas. Je sais où j'ai envie de les emmener sur une série de démarches, de les faire une update système par rapport à l'usage des réseaux sociaux et d'une manière générale, c'est quoi la culture numérique dans laquelle on baigne et comment est-ce que je peux essayer de les amener à évoluer là-dessus. Mais j'ai une obligation de moyens, pas de résultats. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais il y a plein de choses.